Pourquoi tombe-t-on, Bruce? Pour apprendre à se relever. Vous vous rappelez peut-être de Batman Begins et si le destin des Cavs ressemblait à celui d'un héros chauve-souris? Parce que oui, voilà quelques années que les Cavs tombent, mais paraît-il que l'échec n'existe pas et qu'il n'est qu'un apprentissage. Après une saison régulière dantesque et un premier tour XXL contre le Heat, il se présente en grand favori face à une équipe des Pacers à son top, au meilleur moment. Mais les Cavs ont-ils appris de leurs erreurs passées? Sont-ils enfin prêts pour aller au bout? Nous en saurons probablement plus dans 15 jours. Mesdames, messieurs, bienvenue dans la preview de la demi-finale de la conférence Est. Mitchell has his head up, takes a look for feet. Oh my! Alors, on va enfin commencer les choses sérieuses, on pourrait dire, avec les demi-finales de conférence. On a eu le droit à des premiers tours qui étaient assez sympas, d'ailleurs, ils ne sont pas tous terminés au moment où on publie ce podcast. Et on va vous parler de la série entre les Cavs et les Pacers. Et forcément, quand on parle des Cavs, on est avec Paul. Salut Paul, comment ça va? Ça va et toi? Bon écoute, ça va, tu vois, je suis content. Là, on enregistre le lendemain de la défaite des Lakers. Ce drame est terminé, ça me va très bien. Un bon 4-1 là. On peut passer. Je l'avais dit quand on a fait le dernier truc. J'ai dit que je pensais qu'on perdait le dernier match à domicile là, et que ça c'était fini. C'est vrai que t'avais même dit Wolves 4-2. Ouais. Et moi j'avais dit les Lakers 4-1. Après j'avais quand même dit que c'était une série qui allait pas être serrée, que c'était soit les Lakers qui allaient gagner rapidement ou les Wolves. Bah j'ai parié sur le mauvais cheval finalement. Et on va pouvoir parler d'une autre série, parce qu'on va pouvoir parler d'Indiana contre les Cavs qui ont connu des premiers tours pas spécialement mouvementés. Enfin, il s'est quand même passé un truc assez dingue, Paul, dans le Milwaukee Pacers, là, à la fin du match avec la victoire d'Indiana, avec le père d'Haliburton qui est venu parler Giannis. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je me suis dit, grand homme Giannis quand même. Parce que quand tu fais 2-15, que là, tu vois, tes émotions doivent être à fleur de peau, ne pas lui mettre une énorme patate, c'est quand même très grand, j'ai trouvé. Ouais, franchement, c'était très très drôle. En plus, après, il s'est embrouillé avec Mathurin. Bon, on n'a pas su ce qui s'était dit entre les deux, mais après, tu sais que quand Giannis y perd, en général, il a les nerfs. Hein. C'est pas la première fois. En plus, je crois que c'était contre eux qu'il avait pété un câble juste pour avoir le ballon là. Donc, il avait mis 60 tout à fait. points, Ouais, t'as raison. Ouais. Ouais, il commence à avoir une petite rivalité, mais je sais pas si elle va durer parce que Giannis, je sais pas s'il va s'éterniser à Milwaukee, hein, vu la gueule des Bucks. Je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, quand tu vois Giannis qui met la main sur Mathurin, tu sens que quand Giannis il serre la main pour avoir le coup, c'est compliqué de s'en défaire. Hein. Parce que là, on est sur de la force brute, quoi. Ah bah là, c'est sûr qu'on n'a pas envie d'être la main de Mathurin à ce moment-là. Il a quand même un physique, Giannis, c'est hallucinant. Quand tu vois les zooms comme ça, là, c'est quand même un truc. Franchement, c'est vraiment un top 3 physique all-time de la NBA. Hein. Ah ouais, à part LeBron et Wilt. Tu vois, quand t'as la définition des dieux grecs, tu vois, qu'on voit sur les sculptures et tout, c'est ça, quoi. C'est Giannis. Giannis, il a vraiment le corps d'un dieu grec, quoi. C'est hallucinant. Bon, on va commencer à vous parler, du coup, de cette demi-finale de conférence qui, sincèrement, s'annonce extrêmement excitante entre deux équipes qui pratiquent une des plus belles attaques de la ligue. Et donc, pour ces demi-finales de conférence, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va essayer de redire quelques mots, mais peut-être pas que quelques mots, mais de redire ce qu'on a vu dans la série précédente pour un peu se dire ce qu'on a appris, en fait, de la série précédente. Et après, vous connaissez, on part dans les match-up, on essaye de se dire ce qu'on va regarder dans la match-up un peu précisément, et on essaiera de dérouler. Ça te va, Paul? On part là-dessus? Allez, on honneur à la meilleure équipe de la conférence Est cette saison régulière, en tout cas on verra si elle l'est jusqu'au bout, les Cleveland Cavaliers. Paul, qu'est-ce qu'on a appris au premier tour avec ce premier tour des Cavs qui ont démonté, bonjour à Quentin, le Miami Heat? Bah, on a appris que les Cavs avaient quand même, je crois qu'ils ont fait le plus gros écart de points dans une série all-time. Exactement. 122 au total, donc c'est une humiliation en règle. Mais c'est marrant parce que moi je trouvais que les deux premiers matchs, ils étaient assez serrés finalement. Et ça m'étonnait pas trop parce que je pensais que le Heat allait faire un peu sa série, qu'ils allaient nous faire chier sur 2-3 points et tout. Et c'était le cas sur les deux premiers matchs.
où finalement, en fait, on les gagne parce qu'il y a Donovan Mitchell qui est incroyable dans le 4e quart au Game 2. Et t'as Ty Jerome qui s'est pris pour Prime Luka Doncic dans le Game 1. Donc on gagne les 2 matchs. On va à Miami, je suis pas hyper confiant, mais finalement on les désosse avec plus de 30, dont un plus 55 au dernier match. Et finalement, il n'y a pas eu de série, quoi. Enfin, clairement, au bout du Game 3, tu te dis, ouais, bon, en fait, au pire, il y a un 5e match, mais tu sais que ça va pas du tout être serré. Donc, ce qui est intéressant avec ces Cavs, c'est qu'il y a toujours un gars pour gérer les temps faibles, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un shooter qui va mettre ses 3 points. Il y a même un peu toujours un gars aussi sur le front de course qui va faire un play défensif qui fait du bien. Donc, et en plus, on a vu que quand on était un peu challengé, il y avait aussi toujours un gars pour porter l'équipe dans le clutch, comme avec Donovan Mitchell ou Ty Jerome. Donc là-dessus, c'est cool, quoi. Ouais, moi ce que j'ai trouvé aussi, moi j'étais comme toi, quand c'est reparti à Miami, je me suis dit, ah, ils ont plus galéré que ce à quoi je m'attendais lors des 2 premiers matchs, et ça va être dangereux à Miami. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, ça s'est super bien passé à Miami. Déjà, premièrement, ça s'est super bien passé sans Darius Garland. Ce qui a été quand même étonnant. Je sais pas s'il est blessé, je sais pas si t'en sais plus toi. S'il est blessé ou si juste ils l'ont un peu mis au repos parce qu'ils se sont rendus compte, notamment pour le match 4, s'ils l'ont un peu mis au repos au match 4, se rendant compte que ça allait être assez facile. Je sais pas si on a des infos. Franchement, je sais pas. Je sais qu'il est blessé à l'orteil et que c'est un truc qu'il avait gêné sur la fin de la régulière. Ok. Donc maintenant, à savoir à quel point est-ce que c'est grave ou pas. Je sais pas, parce que pour qu'il joue pas, c'est quand même un peu inquiétant pour la suite des playoffs, hein. Donc, je pense que on verra. notamment dans cette série, tu auras besoin de lui. Ça sera compliqué de faire sans lui dans cette série. Moi, j'ai trouvé notamment, tu vois, c'est une équipe, je les ai moins vus que toi pendant la saison régulière, mais du coup, je suis curieux d'avoir ton avis. C'est une équipe qui a pratiqué un jeu offensif durant la saison qui était finalement assez peu dépendant de son adversaire. C'est-à-dire qu'ils avaient un fond de jeu très construit pour le coup, et qu'ils appliquaient ce fond de jeu un peu contre tout le monde et qu'il n'y avait pas forcément, tu vois, de ciblage. Et parfois, tu sais, sur ce genre de mode d'attaque, tu peux un peu te dire comment ça va transitionner en playoff, où on est plus dans du ciblage du match-up notamment. Et premier élément moi, que j'ai vu, c'est la super capacité qu'a eu ce jeu offensif à se transposer dans les playoffs, avec notamment un ciblage de Tyler Hero sur les 2-3 premiers matchs, qui a super bien fonctionné et qui a été très bien fait. Ouais. Moi, je suis pas trop surpris parce Ouais. que la vraie question, je pense, pour ces Cavs, ça va être quand tu affronteras, si jamais ils l'affrontent, parce que je pense que ce sera pas le cas des Pacers, on en reparlera. Mais quand tu affronteras une équipe où il y a clairement pas forcément des joueurs à cibler, parce que même les petits en fait sont très physiques, très athlétiques, et les grands sont très à l'aise sur Switch. Bon, après, t'es jamais forcément ultra à l'aise face aux guards des Cavs, parce qu'il y a un tel niveau balle en main que forcément il y aura des choses à exploiter. Mais tant qu'on n'affronte pas une équipe comme ça, bah ouais, on aura forcément des joueurs de l'équipe adverse qui vont se faire cibler par nos meilleurs joueurs offensifs, quoi. Ouais, et l'autre point moi, que j'ai bien aimé sur ce premier tour, tu sais, on voit, alors les Lakers en sont un bon exemple, mais c'est pas les seuls, on l'a vu aussi avec Denver, on voit des équipes qui contractent un peu leur rotation. Et moi j'étais curieux de voir, on en parlera aussi avec Indiana, moi j'étais curieux de voir, tu vois, dans ce premier tour, à quel point les équipes qui ont fait confiance à un roster long durant la saison régulière, à quel point ils allaient continuer à faire confiance à ce roster en playoff. Et je trouve que tu vois, les Cavs font partie des équipes qui ont le plus validé ce truc-là, quoi. Alors, le contexte a bien aidé. Mais alors, je t'en parleras mieux que moi, mais la série Ty Jerome, elle est absolument géniale. J'ai trouvé que DeAndre Hunter était pas mal, voire même très bon sur les passages qu'il a eu. J'ai beaucoup aimé Max Strus, alors qui start parfois, mais j'ai beaucoup aimé Max Strus qui reste quand même un des role players. Et globalement, moi j'ai bien aimé, tu vois, cet apport collectif qu'on avait côté Cavs. Ouais, et c'est un peu notre force, c'est qu'on a plein de profils différents, qui fait qu'en fonction de la match-up, bah, tu peux t'adapter. Soit tu as besoin d'ailier beaucoup plus physique et athlétique comme Dean Wade, soit tu as besoin aussi de gros shooters parce que tu sens que tu as besoin d'offense, donc tu mets du Strus et du Sam Merrill. Ce qui est bien avec Strus, c'est qu'en plus tu as un super connecteur à qui tu peux donner la balle en main. Tu as aussi un super scoreur sur les ailes avec Hunter, un très bon défenseur sur l'homme avec Okoro, qui est capable aussi d'agresser le rebond offensif. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a un effectif très large, mais ça on le savait quand même en régulière.
et qu'on peut s'adapter à pas mal de match-up. Après, le seul doute, c'est que, à quel point est-ce que le coach, en fonction d'un match-up, va réussir à s'adapter tout de suite? Parce que moi, je trouvais que sur les 2 premiers matchs contre Miami, il nous fallait un peu plus d'ailier athlétique parce qu'on avait un peu de mal à défendre, du style Dean Wade, Okoro. C'est les 2 auxquels je pense. Et on les a pas assez vus. Et il s'est un peu adapté en les mettant un peu plus sur le Game 3 et le Game 4. Mais après, il n'y avait pas Garland, donc tu étais un peu obligé de donner du temps de jeu à d'autres gens. Donc le doute, c'est là. Est-ce que le coach va savoir mettre en place les bonnes rotations en fonction de l'adversaire et le faire le plus rapidement et pas attendre que tu sois dans une situation où, je sais pas, t'es mené 2-1 ou 3-2 ou des choses comme ça, quoi. Bah, d'autant qu'en plus, on en parlera dans la match-up, mais là, on est face à des équipes qui sont presque. Enfin, Indiana, c'est une équipe presque un peu caricaturale dans son profil. Et donc, tu vas vite te poser la question de quel type de joueur tu as besoin pour répondre à ce style de jeu très simple à identifier, mais qui peut aussi très bien marcher. Moi, il y a un dernier point sur les Cavs que j'ai trouvé impressionnant et qui, je trouve, tronque un peu la série quand même contre Miami. Évidemment, ce qui tronque la série contre Miami, c'est le lâcher-prise de Miami, notamment dans le match 3 et le match 4, où à un moment donné, je trouve qu'ils ont vite lâché, mais après, ils n'avaient pas le niveau qu'il fallait. Mais il y a quand même un point assez impressionnant, c'est l'adresse extérieure, qui les a portés quand même dans cette série. Ils mettent 19 3 points en moyenne par match, c'est juste colossal. Et notamment, les intérieurs ont été très adroits. Evan Mobley a été très adroit. Dean Wade l'a été un peu moins, je crois, de mémoire, mais notamment Evan Mobley a été adroit, ce qui ouvrait pas mal les drives. Dont vous avez bien su profiter, notamment sur Tyler Hero. Ça, on sait que c'est une variable qui peut bouger d'une série à l'autre de manière assez importante. Mais c'est vrai que moi, j'ai bien aimé la série offensive d'Evan Mobley. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, dans un rôle un peu sobre pour le coup, alors qu'il pourrait être sans doute plus mobilisé contre les Pacers, quoi. Mais voilà, il y a quand même ce truc de l'adresse qui a été un peu explosif sur cette série, quoi. Ouais, et surtout que sur la régulière, on rentrait moins nos 3 points. Donc là, on a montré qu'on pouvait le faire tout de suite en playoff. Maintenant, il y a toujours un côté loterie avec l'adresse, notamment chez les shooters un peu moins bons, où tu sais jamais s'ils vont rentrer ou pas, quoi. Donc je pense qu'on a quand même montré cette saison qu'on avait largement, contrairement aux dernières années, on a largement la capacité à mettre dedans à 3 points de manière régulière. Parce qu'il y a aussi des shooters, tu vois, qui ont progressé. Je pense à Struss qui a vraiment progressé sur son shoot, qui est beaucoup plus régulier. Et maintenant, on ne sait jamais, hein, tu peux avoir une crise de confiance sur ton shoot. Mais je trouve qu'on est quand même l'équipe en NBA, encore plus que les meilleures attaques qu'on a vues et tout. Je pense qu'on est l'équipe en NBA qui, même si on ne met pas nos 3 points, on est quand même capable d'avoir un niveau offensif élite, quoi. Parce qu'il y a un fond de jeu, parce qu'il y a des alternatives dans la raquette et tout. Donc c'est pas si dramatique si pendant les playoffs, sur 2-3 matchs d'affilée, tu as moins d'adresse. Et dernier élément que moi j'ai bien aimé, Miami, on sait, c'est une équipe qui impose un jeu assez lent. Et d'ailleurs, la série s'est plutôt déroulée sur un rythme de jeu assez lent. Moi, j'ai quand même bien aimé la capacité des Cavs, malgré le fait que Miami soit une équipe comme ça qui impose un vrai jeu de demi-terrain, bah, quand même accéléré par séquence, ce qui leur a généré des runs. Et je pense que la question notamment de qui maîtrise le tempo dans cette série va être essentielle. Et j'ai trouvé pour le coup, ça c'est un truc où tu es toujours un peu testé contre Miami. J'ai trouvé que tu vois, le cap était super bien passé là pour le coup contre Miami, quoi. Tu vois, la capacité à ne jamais subir ce jeu lent, être quand même capable d'être bon sur demi-terrain. Et dès que ça s'ouvre, à accélérer et à mettre du rythme, c'est aussi pour ça que Miami a pas tenu le long de la série et a vite lâché les matchs, tu vois, je trouve, pour le coup. J'ai pas la stat, mais je sais qu'on est la meilleure équipe en points par transition. Mais sauf qu'on en fait que très peu. Donc du coup, il y aura aussi un sujet là-dessus sur la suite des playoffs. C'est à quel point est-ce qu'on peut utiliser plus la transition. Parce que quand on l'utilise, vu qu'on a des joueurs athlétiques, des joueurs forts balle en main, du shoot, et des joueurs assez rapides sur les postes de guard, bah, en fait, on est injouable, quoi. Mais on l'utilise pas tant que ça, donc on verra. Bah surtout que, enfin on en parle après, mais tu vas être contre une équipe qui, à tout l'inverse de Miami, peut t'imposer pour le coup un rythme un peu chaotique au sens propre du terme, c'est-à-dire mettre beaucoup de chaos et beaucoup de rythme du coup. Tu vois d'autres choses à dire sur les apprentissages qu'on a eu sur le premier tour côté Cavs ou on passe aux Pacers? Non, c'est bon. Ok, et ben on passe aux Pacers.
Côté Pacers, moi je me suis noté 2-3 éléments dans cette série contre les Bucks. Déjà, un peu comme Miami, je pense qu'on peut quand même noter le fait que l'opposition était assez faible. Et donc, on en sort forcément avec un ressenti assez impressionné de ce qu'a pu faire Indiana. Pour autant, il faut quand même le mettre en regard du niveau qui a été proposé en face, qui était somme toute pas très bon pour le coup. Malgré tout, on a quand même pu voir un certain nombre de choses, mais qui sont dans le prolongement de ce qu'on a vu durant la saison régulière. La première chose que moi je me suis noté, c'est que j'ai trouvé quand même que leur attaque demi-terrain était vraiment très efficace et très en place. On sait qu'Indiana est une équipe qui gère très bien la transition. On sait qu'ils ont entamé, tu vois, une transformation dans leur jeu l'année dernière quand ils ont acquis Siakam et qu'ils ont intégré Nembhard dans le 5, qui était d'être moins dépendant d'Haliburton. Il y a eu une phase derrière où Haliburton était en difficulté et leur attaque avait continué à se maintenir malgré les difficultés d'Haliburton. Et ben, je trouve que là, ils arrivent à un bon niveau de maturité, tu vois, sur leur attaque. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ne sont pas totalement dépendants d'Haliburton, mais en même temps, Haliburton est dans une bonne phase et du coup, ils ont une attaque qui est vraiment très fonctionnelle où la balle est pas trop mal répartie entre Tyrese, Nembhard et Siakam notamment. C'est une équipe qui perd très très peu la balle. Alors là, c'est plus lié à la course. Et moi, j'ai trouvé que leur attaque demi-terrain était vraiment très bonne. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé dans cette série. Avec une défense en face très limitée, mais bon. Ouais. En fait, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont regardé, que ce soit les Cavs, mais encore peut-être moins les Pacers. Mais globalement, le jeu des Pacers, il se repose beaucoup sur le drive et la capacité des joueurs à être efficaces aussi off the catch. Parce que ça bouge beaucoup, la balle, ils se font beaucoup de passes. Donc, il y a pas mal de flare screen aussi pour libérer des shooters ou des choses comme ça. Donc, donc en fait, quand tu as un joueur qui reçoit la balle aux Pacers, soit il shoot direct, soit il drive tout de suite. Ou alors, bah, tu fais la passe assez rapidement à un joueur sur le côté, sur la ligne à 3 points, quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème aussi de ces Pacers, c'est que des fois, ils essayent de jouer un peu trop collectif. Et on a vu aussi des possessions contre Milwaukee où, bah, en fait, ils se font la passe, mais ils font pas de décalage vraiment parce qu'il n'y a pas un joueur qui décide de drive, donc ça joue un peu trop collectif. C'est un peu le problème. Mais et c'est là où on a vu aussi la vraie qualité de Tyrese Haliburton, c'est que contrairement à tous ses coéquipiers qui font, on va dire, des passes assez faciles, lui, là où il est vraiment impressionnant, c'est qu'il est capable de faire sauter des passes dans un 5-out quand t'as Turner en 5 ou Siakam en 5 ou Topin en 5. Et c'est là où il est intéressant, c'est parce qu'en fait, il fait la passe qui va créer un peu plus de décalage que la passe sur le côté. Et donc ensuite, ça va créer des opportunités pour aller drive au panier avec plus d'espace, quoi. Ça Donc, fait partie, ouais, ça fait vas-y. partie des autres points moi, que je m'étais noté, c'est qu'effectivement, cette série, elle a confirmé le retour au premier plan d'Haliburton. On le sait, hein, il a eu une fin de saison l'année dernière qui a été très compliquée. Un début de saison qui n'était pas très bon. C'était beaucoup mieux depuis le All-Star Game. Et là, moi, je le trouve très très bien. Notamment, je sais pas toi, mais moi, ça fait longtemps. Je sais même pas en fait si je l'ai déjà vu avec un premier pas comme ça. Il a à minima retrouvé son premier pas, mais je me demande même si son premier pas est pas encore mieux que ce qu'il a jamais eu, tu vois. Et du coup, ça l'aide énormément sur le drive. Où moi, je trouve que. Bon, après, il a un super handle, ce qui aide son premier pas d'ailleurs. Mais je trouve qu'il a il a eu une capacité dans la série à faire la différence sur le drive qui a été vraiment bonne. Et tu as raison, c'est un peu là tu vois, leur élément différenciant par rapport à l'année dernière. Où ils avaient une bonne attaque, mais tu sais, ça a manqué d'un initiateur vraiment élite en playoff l'année dernière. Haliburton n'était pas assez en jambes. Et je trouve que maintenant, ils ont retrouvé ça pour le coup. Et après, tu as décrit ce Haliburton. Mais toi, t'en penses quoi là, des derniers mois de Tyrese? Il a fait une sacrée fin de saison parce que les Pacers, quand tu regardes leur bilan, il est pas si ouf que ça. Il a 51 victoires, mais ils ont fini la saison sur, je crois, depuis novembre ou décembre jusqu'à donc mi-avril, ils ont fini à 70% de victoires. Donc ils ont très très mal commencé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas un si bon bilan. Mais je pense que tu vois, sur la fin de saison, c'est assez facilement la troisième meilleure équipe à l'Est, quoi. Je pense que c'est un adversaire plus difficile que les Knicks. Parce que les Knicks, aujourd'hui, ils ont plus vraiment l'avantage physique. Donc, du coup, dans des playoffs, bah, leur jeu, ils sont un peu téléphonés. On le voit là actuellement contre les Pistons. Et je pense que c'est plus difficile de taper les Pacers que les Knicks. Après, évidemment, tout dépend de la match-up. Mais ouais, pour revenir à Tyrese, je sais pas s'il est vraiment meilleur sur son premier pas. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui sont assez impressionnantes. Notamment, tu vois, sur la fin de match au Game 5, là, contre les Bucks, où il te fait 2 énormes drives
Là où beaucoup de gens auraient pull-up à 3 points parce qu'en fait, il fallait revenir dans le match. Et lui, il fait 2 énormes drives, dont un sur Yanis à la fin qui est quand même assez exceptionnel. Exceptionnel le drive sur Yanis, hein. Vraiment Ouais, exceptionnel. franchement, le handle, la capacité à aller, à pas forcément provoquer le contact, mais à se mettre dans des bonnes dispositions et tout, à orienter ton corps de la bonne façon. Il est assez incroyable. Après, le problème avec Tyrese, je trouve, c'est que des fois, il se cache un peu au scoring. C'est-à-dire, mais un peu comme tous les Pacers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'énormes scoreurs dans cette équipe. Et c'est pour ça que les gens les regardent pas vraiment, parce que même, enfin, un gros match de Tyrese, c'est quoi? C'est genre 28 points, 15 passes. Mais du coup, tu sais que sur les réseaux, le lendemain, tu vois, ça va pas faire grand bruit et tout. Tu auras peut-être la news en mode, il y a que Chris Paul qui a fait ça dans l'histoire, ou un truc comme ça, mais c'est pas si impressionnant que ça, quoi. Et je pense que c'est aussi un peu les limites des Pacers, c'est que au bout d'un moment, quand il faudra répondre uniquement avec du scoring à un joueur des Cavs qui est on fire là-dessus, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Mais Tyrese a très bien fini sa saison, là il est vraiment en forme. Et puis vu que tu sais qu'il y a eu la news comme quoi les joueurs NBA l'ont voté comme le joueur le plus surcoté, t'as l'impression qu'il y a une dalle en plus vis-à-vis de ça, quoi. C'est une équipe dont on a beaucoup parlé avec Ben l'année dernière, les Pacers. Et c'est vrai que nous, ce qu'on avait noté, c'était à quel point leur attaque était élite avant qu'ils recrutent Siakam et qu'ils mettent Nembhard dans le 5. À quel point elle était restée élite malgré la baisse quand même assez nette de Tyrese Haliburton. Et c'est vrai qu'on attendait de voir justement ce que ça pouvait donner une fois que tu vois ces deux éléments allaient être assemblés, tu vois, et fonctionnels au même moment. Et ce qu'on en voit, c'est que l'attaque est effectivement très très bonne. Moi, autre élément que j'ai noté dans cette série et que j'ai beaucoup aimé, c'est la défense. C'est la défense, même s'il n'y avait pas beaucoup d'armes côté Bucks. Je trouve que leur défense, elle a quand même nettement progressé depuis 2 ans. Ils ont 2 joueurs qui sont assez bons. Déjà, ce que j'aime bien dans leur défense, c'est que c'est une défense qui ne switch pas pour switcher. C'est une défense qui a plutôt tendance à se battre dans les écrans pour notamment garder ses 2 intérieurs, et notamment son principal intérieur, dans la raquette et éviter de trop exposer Haliburton défensivement. Et ils ont 2 joueurs qui sont vraiment bons défensivement, c'est Siakam et Nesmith sur le joueur. Ils sont des vrais bons joueurs pour ralentir les porteurs de balles. Et vous avez une équipe qui a, en revanche, sur le drive, pas de souci à faire beaucoup d'aides. Turner, qui est pas le mec le plus malin, est quand même en fait presque un peu sous-coté sur sa défense. En fait, il a des vraies bonnes aides, il est vraiment dissuasif en tout cas. Et je trouve que Nesmith aussi d'ailleurs est un bon joueur sur les aides parce qu'il a une vraie capacité à repartir sur les close-out. Et moi j'ai trouvé, tu vois, que cette défense, alors qui est très particulière contre les Bucks, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se présentent de la même façon que les Bucks, de manière aussi héliocentrique drive. Il y a presque plus d'équipes qui ont ça en NBA et ça sera extrêmement différent face aux Cavs. Mais je les ai quand même trouvés bons en défense. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Bah, sur la fin de saison, tu vois, depuis novembre-décembre, je crois qu'ils sont top 10 défense. Et pour moi, c'est la grosse différence par rapport à l'année dernière. L'année dernière, à aucun moment, tu as senti qu'ils pouvaient être vraiment très forts en défense. Et cette année, tu le sens. Et ils finissent dans le top 15 des meilleurs defensive ratings cette saison. Et je trouve que finalement, parce que ça fait quand même maintenant 2 ans qu'on les voit à un niveau élevé, on va dire, et plus tu te rends compte qu'en fait, il y a des défenseurs un peu sous-cotés de partout. Alors ça fait pas le buzz parce que vu qu'on c'est une équipe très offensive, donc on parle beaucoup de l'attaque. Et ils n'ont pas un défenseur ou 2 gros défenseurs dominants. Mais oui, je pense que Siakam est un très bon défenseur. Nesmith est un très bon défenseur. Andrew Nembhard aussi sur le point of attack est un très bon défenseur. Après, ça reste des gars un peu limités. Tu vois, Miles Turner, c'est vrai qu'il dissuade, mais je trouve qu'il prend quand même pas assez de rebonds pour un pivot. C'est un peu le problème. D'ailleurs, ils sont très mauvais au rebond, on en reparlera, mais ils sont seulement 29e au rebond offensif et 18e au rebond défensif. Et même Tyrese Haliburton, je trouve que son Game 5, là, ils vont aller chercher Game 5 parce qu'en fait, Tyrese, il a un énorme impact sur du playmaking défensif. Et en fait, t'as beaucoup de mecs qui peuvent défendre, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça rend vraiment cette équipe assez complète en fait. Maintenant, elle est quand même assez complète, d'autant que dernier élément, un peu comme les Cavs, mais on va le voir, mais c'est 2 équipes qui se ressemblent assez. C'est une équipe qui s'appuie pas mal sur sa profondeur. Pour le coup de banc, qui a fait jouer, je crois, dans chacun des matchs 5 joueurs, même si le 5e il jouait que 5-6 minutes. Mais il y a une vraie rotation qui est installée, avec comme principal avantage, mais ça ils en ont besoin pour leur jeu qui est quand même un jeu très intense et très rapide,
Bah, comme principal avantage, que ça leur permet d'avoir un peu le pied sur l'accélérateur tout le temps. Alors, ce que j'aime bien avec eux, et ils l'ont montré par le passé, c'est que c'est une équipe qui est capable de continuer à faire confiance à son banc même quand c'est serré. Et tu vois, on voit jamais Tyrese Haliburton à 42-43 minutes, même dans les matchs serrés, tu vois. Et ça, j'aime bien. Maintenant, j'attends quand même de voir si contre les Cavs, ils feront pareil. Mais c'est une équipe qui a un très bon banc et du coup qui a un niveau d'intensité moyen qui est très élevé. Et notamment, ça appuie leur jeu de contre-attaque, pour le coup. Et ça, c'est assez cool. Est-ce que tu voyais d'autres choses à dire sur les Non, Pacers? non, c'est bon, on a fait le tour, je pense. Eh ben, je te propose qu'on passe à la deuxième partie, la partie sur la match-up, les éléments qu'on a envie de voir dans cette match-up. Paul, je te laisse la main en premier. Quel est le premier élément que tu as envie de regarder là-dedans? Premier élément, je sais pas si c'est le plus important, mais ça va être la bataille des bancs. Parce que le banc des Cavs, j'ai regardé, ils ont le 3e meilleur net rating cette saison, et le banc d'Indiana, ils ont le 16e meilleur net rating seulement. Après, sur la fin de saison, ils se sont bien rattrapés, les Pacers. Mais je trouve que c'est là où il y a quand même un clair net avantage pour les Cavs, contrairement aux Pacers. C'est qu'il y a beaucoup plus de profondeur sur le banc. Et il y a des profils beaucoup plus intéressants, je trouve, notamment dans un contexte de playoff, que les Pacers. Dans le sens où, bon après là, vu que Garland est blessé, c'est vrai que les Cavs, ils vont perdre de la profondeur. Mais j'ai l'impression que même sans Garland, en fait, t'es capable d'avoir une rotation à 8, voire même 9 joueurs qui sont élites ou presque des deux côtés du terrain. Le banc des Pacers, moi, je trouve qu'il y a des profils qui sont un peu... Alors, soit très jeunes comme Jarras Walker, ou ok, c'est vrai qu'il y a des choses très bien en défense. Il est capable de mettre dedans à 3 points, donc lui, il a un profil très playoff ready et friendly, mais j'ai du mal à voir un peu réellement son impact au global dans cette équipe. Ils ont un Bénédicte Mathurin qui t'apporte beaucoup au scoring, mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à côté. Ils ont un TJ McConnell, pour le coup, lui, c'est vrai qu'il fait tout le temps le taf. Ça fait quand même je sais pas combien de temps qu'il est dans la ligue. Et le taf, il le fait. Le problème, c'est que quand le niveau augmente, il est quand même un peu petit pour défendre. Et que au bout d'un moment, il shoot pas, donc ça reste un problème. Ils ont du Ben Shepard, qui avait fait le taf l'année dernière, qu'on a un peu moins vu sur la saison régulière, qui est un bon shooter, mais c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à côté. Et Obi Toppin, qui est un profil athlétique assez impressionnant, qui est capable de mettre dedans aussi à 3 points, mais qui défend pas beaucoup. Donc je trouve qu'il y a quand même un clair net avantage sur le papier des Cavs par rapport aux Pacers. Parce que aux Cavs, tu as quand même de la création offensive avec Ty Jerome. Tu as du scoring sur les ailes avec DeAndre Hunter. Tu as du 3&D très très D, très très athlétique avec Dean White. Tu as un super shooter avec Sam Merrill, qui est un peu connecteur aussi. Tu as de la défense point of attack avec Okoro, qui est capable quand même d'exister aussi off-ball, parce qu'il est athlétique. On l'a vu être utilisé en rollman sur pick and roll durant cette saison. Il est quand même capable de mettre dedans à 3 points, même si c'est vrai que c'est pas un shooter, donc tu sais jamais s'il va rentrer ces 3 points. Donc il y a des profils plus intéressants, qui ont un peu plus d'expérience aussi. Il y a des mecs, ça fait quand même un moment qu'on les voit. Donc je pense qu'il y a un clair net avantage au niveau des Cavs. Maintenant, ça veut pas dire que les Pacers peuvent pas un peu limiter la casse. Et donc ça va être intéressant de voir sur ce banc qui va vraiment prendre le lead et surtout comment est-ce que tu réagis aussi au niveau des Cavs. C'est-à-dire si TJ McConnell en fait il est en mode je sais pas, il enchaîne 5 paniers de suite, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu modifies ta rotation sur le banc? Si tu sens que tu as du mal avec la match-up Jarras Walker, c'est pareil, est-ce que tu envoies à nouveau toi aussi du délié 3&D un peu comme lui? Et voilà, donc ça va être intéressant. J'ai pas cité Thomas Bryant aussi qui pourrait avoir un peu de temps de jeu, mais j'y crois un peu moins. Mais bon, face à la raquette des Cavs, ça peut être intéressant. Il faut rappeler quand même qu'ils ont Isaiah Jackson dans l'effectif, mais qui a été blessé toute la saison avec une blessure grave. Je pense qu'il aurait pu être très intéressant dans cette série. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, les Cavs ont un avantage, mais les Pacers, il y a quand même du talent, quoi. Ce qui est intéressant, on se l'était dit en préparant la série, c'est que c'est deux équipes qui se ressemblent pas mal en fait. T'as un peu l'impression que t'as deux mêmes profils type d'équipe, même si il y en a une qui court beaucoup plus que l'autre, mais t'as deux profils type d'équipe, mais une en l'occurrence les Cavs, qui est un peu meilleure partout que l'autre.
Et donc effectivement, c'est deux équipes qui s'appuient pas mal sur leur banc, et le banc des Cavs est meilleur que le banc d'Indiana structurellement, parce que tu vois, t'as pas Indiana, enfin remarque t'as quand même Mathurin, hein, mais t'as pas Indiana de joueurs qui peut vraiment, tu vois, avoir un coup de chaud comme peut l'avoir DeAndre Hunter ou Ty Jerome. Ok, t'as Bénédicte Mathurin, mais qui peut te coûter un peu cher en défense pour le coup, et puis qui manque de structure dans son jeu. Il a un jeu à haut risque, ce qui n'est pas le cas de Ty Jerome et DeAndre Hunter, qui en fait, même s'ils apportent pas leurs points, ils vont pas te coûter très cher parce que leur jeu n'est pas à haut risque. McConnell peut le faire un peu, mais ça reste sur des petits volumes. Je crois qu'il y a juste un avantage qu'ont les Pacers sur leur banc, c'est que je trouve que le banc des Pacers, il est vraiment là pour permettre à l'équipe de maintenir son haut niveau d'intensité et son haut rythme tout le match. Je trouve qu'ils en sont un peu moins dépendants, tu vois, pour alimenter leur scoring ou pour avoir un espèce de boost défensif. Je trouve pas que les Cavs, enfin si, les Cavs aussi en défense, ils peuvent en avoir besoin, mais je trouve que les Cavs, pour le coup, c'est une équipe qui a vraiment besoin que son banc apporte pour alimenter son jeu d'ensemble. Et quand tu as des joueurs comme, tu vois, Sam Merrill, Isaac Okoro, même Dean Wade que j'aime beaucoup, Ty Jerome, on verra aussi ce que ça donne, t'es pas à l'abri, tu vois, qu'ils passent un peu à côté de leur série. Et qu'est-ce qui se passe pour les Cavs s'ils n'ont pas cet apport de banc traditionnel, tu vois? C'est un peu la question que je me pose. Ouais, bah on verra, hein. Mais je pense que pour le coup, même si Ty Jerome, il est pas dedans parce qu'il, je sais pas, il a du mal à rentrer ses flotteurs, bah tu peux mettre des systèmes en place pour Sam Merrill. Tu peux donner la balle à la création pour DeAndre Hunter. Tu peux agresser le rebond offensif. Pour le coup, c'est quand même pas une grosse équipe au rebond. Donc tu peux agresser le rebond offensif avec du Dean Wade ou du Isaac Okoro. Donc je trouve que c'est un peu la force de ces Cavs, c'est la profondeur. Et pour le coup, on a vraiment beaucoup de profondeur. Maintenant, c'est vrai que sans Garland, on a vu Sam Merrill dans le 5. Je sais pas si c'est vraiment une bonne solution, Sam Merrill dans le 5 contre les Pacers. Parce qu'il va falloir quand même plus de défense. Maintenant, tu peux te dire aussi, bah, en fait, on va rentrer dans leur jeu, on va montrer qu'on sait mieux attaquer qu'eux. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, t'as quand même encore une rotation à 3-4 joueurs solides sur le banc, quoi. C'est sûr que ce qui est impressionnant côté Cavs, c'est la profondeur de ce banc et la variété de ce banc. Et qu'en plus, Atkinson a plutôt montré la capacité à faire confiance en fait, à 6, 5, 6 mecs, tu vois. Et si jamais bah, y en a un de moins bien, bah, peut-être qu'il va moins jouer un match et c'est l'autre qui va prendre la place. T'es pas à l'abri que Tristan Thompson il fasse un match à 12-13 minutes parce que tu te rends compte qu'en fait, t'as besoin d'un peu plus de poids et puis qu'il y ait deux matchs où il joue pas. Et ça, c'est vrai que c'est un truc intéressant, ou comme tu le disais tout à l'heure, que tu ressortes au Coro un peu plus parce que tu vois que tu as besoin de plus de défense. Moi, je fais quand même assez confiance en Atkinson. Je suis d'accord qu'il a été un peu lent dans son adaptation, notamment à Cleveland dans les deux premiers matchs contre Miami. Mais c'est quand même un coach assez expérimenté, hein. Il est assistant coach de mémoire à Golden State pendant un long moment. Évidemment, il y a les Popey Nets. C'est un mec qui connaît bien les playoffs et je pense qu'il a cette capacité à vite trouver les solutions. Tu as enclenché un sujet avec Sam Merrill et le besoin peut-être d'avoir plus de défense. Moi, ça me permet d'aller sur un des sujets que je vais regarder avec attention. C'est la défense du drive, notamment sur le deuxième créateur de chacune des deux équipes. Ces deux équipes, les Cavs et Indiana, qui drive énormément. Je crois que j'avais regardé, alors j'ai dû éteindre mon PC tout à l'heure, donc j'ai plus la stat, mais je crois que les deux équipes sont top 10 au nombre de drives par match sur la saison. Indiana était même deuxième, je crois, et même deuxième sur les playoffs pour l'instant sur le nombre de drives. Et ces deux équipes qui arrivent à générer beaucoup de paint touches, donc de touches de balle dans la raquette, pour justement alimenter leur attaque. Et notamment, l'intérêt des touches de balle dans la raquette, c'est de contracter la défense. On vous en parle souvent. Si j'arrive à aller dans la raquette, il y a besoin d'une aide. Donc, je contracte la défense et donc, je profite de mon spacing. Je pense que il y a quand même des vrais bons défenseurs de point of attack et une vraie bonne capacité à défendre les principaux initiateurs des deux équipes. Tu vois, je pense que en réalité, les Cavs ont du matos à envoyer comme contre Tyrese Haliburton s'il se met à beaucoup driver. Tu vois, tu peux sortir un Okoro ou même tu peux avoir DeAndre Hunter, tu vois, qui se met un peu en mission sur lui. Je pense aussi que dans le fond, Indiana, avec tu vois, Nesmith, les aides de Siakam, a une capacité à bloquer un peu les drives de Mitchell, peut-être moins, mais quand même un peu la capacité. Et donc, je pense que les deuxièmes créateurs vont être pas mal responsabilisés. En l'occurrence, Darius Garland et Andrew Nembhard. C'est un peu long pour en venir jusque-là, mais notamment Darius Garland et Andrew Nembhard. Et c'est là où, pour le coup, je trouve qu'il va y avoir des duels intéressants, tu vois. Dans quelle mesure Darius Garland, dont on sait, donc il a attendu quand même en playoff parce qu'il sort de deux saisons de playoff qui n'étaient pas top,
à quel point il est à l'aise contre Nembhard qui risque de défendre sur lui. Et l'autre côté, Nembhard qui peut être pas mal responsabilisé parce que Siakam va pas être responsabilisé sur le drive, il va être pris par Evan Mobley ou Jarrett Allen, ça sera pas le cas. À quel point Nembhard arrive à être à l'aise contre Donovan Mitchell sur le drive. Donc je sais pas ce que tu en penses de ce point-là, mais là, tu vois, en fait, la bataille des seconds initiateurs me paraît assez importante. Ouais, bah moi tu vois, j'avais pensé aussi à la bataille enfin, à la capacité des deux équipes à freiner les drives des joueurs extérieurs. Parce que c'est deux équipes qui se reposent beaucoup sur le drive, la capacité à aller au cercle par le dribble. Et donc tout ça, je pense que comme tu l'as dit, ça va jouer aussi sur les rotations. Et c'est là où j'ai un peu peur pour les Pacers, c'est que si jamais ils ont beaucoup de mal à défendre le drive des Cavs, je trouve que t'as pas énormément de solutions. Et c'est bien beau les aides, mais on sait qu'il y a un tel niveau de passing dans ces Cavs que, en fait, même si Siakam il fait le bon stunt au bon moment, bah, en fait, il y a Garland qui va faire la passe au bon joueur au bon moment. Et ensuite, bon, on sait jamais si les 3 points rentrent, mais ça créera forcément des espaces pour un nouveau drive aussi. Et je pense que là où les Cavs, au niveau des rotations, ils auront le choix de mettre, comme on l'a dit, un peu plus de défenseurs sur le point of attack, quitte à sacrifier un peu de spacing. Je trouve que derrière, si jamais tu te rends compte que Nembhard c'est un peu dur pour freiner les très bons drivers à Cleveland, et que Mathurin c'est pareil, tu vois, c'est un peu short et tout, derrière tu te retrouves un peu coincé. Et ensuite c'est à quel point est-ce que tu vas compenser par autre chose. Donc ça on verra. Mais c'est là où j'ai un peu peur pour les Pacers, c'est que t'as pas tant de solutions que ça, alors que je pense que les Cavs en ont pas mal. Ça veut pas dire que les Cavs y arriveront forcément, parce qu'il y a un tel niveau offensif de talent plus coaching dans ces Pacers que ça va être très compliqué quand même. Mais tu peux à minima limiter la casse. Maintenant, oui, on a vu des joueurs qui étaient qui étaient capables d'avoir de l'impact en aide aux Pacers, donc on verra. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ce point-là va plutôt à l'avantage des Cavs parce que je trouve qu'Indiana est vraiment très dépendant de son drive. C'est une équipe qui brille par son spacing extérieur. Ils n'ont pas spécialement de spacing vertical, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en capacité, c'est pas des excellents cutters, ils ne sont pas en capacité d'aller chercher des lobes, tu vois, sur des drives. Par contre, c'est une équipe qui écarte très très bien le jeu, avec pour le coup des bons shooters. Et je trouve que leur attaque est très dépendante de leur capacité à driver pour exploiter justement leur five-out. Tu vois, ils n'ont pas du tout, en plus les Cavs défendent ça très très bien, ils n'ont pas par exemple, tu vois, une structure d'attaque de pick and roll qui est spécialement efficace. Tu vois, en fait, les picks côté Pacers, c'est essentiellement des pick and pop avec Miles Turner, qui sont fonctionnels hein, d'ailleurs. Mais je trouve que si les Cavs arrivent vraiment bien à bloquer cet élément du drive, les Pacers risquent d'être un peu à court de solutions. Et je ne serais pas surpris d'ailleurs que tu vois si Garland est blessé, que ça démarre avec Mitchell, DeAndre Hunter et Max Strus, ou en tout cas qu'on voit pas mal Okoro, tu vois, qu'Okoro il passe de 11 minutes à 17-18 parce qu'en fait tu te rends vite compte que si tu arrives à bloquer et Tyrese et Nembhard, globalement tu vas arriver à défendre l'attaque demi-terrain des Pacers. Alors qu'à l'inverse, effectivement, côté Cavs, quand bien même le drive serait bloqué, tu es capable d'aller jouer un peu de post-up, tu as tes sorties d'écran qui ont fonctionné toute la saison, sur lesquelles tu es en confiance, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je pense que c'est un point essentiel parce que de toute façon, Indiana, c'est une équipe, si tu bloques pas ces drives, ils vont mettre beaucoup de points. Ils arriveront à mettre beaucoup de points parce qu'ils mettent beaucoup de points contre tout le monde. Mais si tu arrives à le bloquer, pour le coup, tu bloques leur jeu de kick-out et là, tu commences à les impacter pas mal. Voilà, moi c'était ça pour mon premier point que je voulais voir. Est-ce que toi, tu as un autre point que tu voulais regarder ? La bataille du coaching dans le clutch et globalement aussi la bataille du clutch, quoi. Parce qu'on a les deux meilleures équipes dans le clutch de la ligue cette saison avec les deux meilleurs net rating. Et pourquoi ? Parce que en fait, tu as un niveau de talent global qui fait que tu as toujours un peu un joueur qui est capable de sortir du lot. Et surtout, je trouve que c'est peut-être les deux meilleurs coachs, Carlisle et Kenny Atkinson, cette saison, hein, pas forcément d'un point de vue global, mais cette saison, sur les ATO, donc le premier play après le time-out. Et donc, ça va être très intéressant
de voir qui va vraiment dominer dans le clutch, parce que moi, je serais pas étonné que, même si, oui, on a dit les Cavs sont capables de mieux défendre, évidemment qu'il va y avoir des fins de match serrées. Et donc, du coup, qui va prendre le lead au scoring aux Cavs? Bon, on sait que là, on a vu Mitchell, on a vu Ty Jerome. Il y a des joueurs qui sont capables d'avoir la main chaude. Aux Pacers aussi. Il y a quand même Siakam dans cet effectif qui est un All-NBA team champion, qui est capable de mettre dedans, qui a quand même un gros shot-making. Après, bon, c'est un joueur, je trouve que quand il est on fire, Siakam, il fait pas vraiment peur. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas faire des grosses fins de match avec des cartons à 12-13 points, quoi. Donc la bataille en termes de joueurs, donc de qui prend le lead, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde qui est capable de le faire. Tu vois, on peut citer Garland, Mitchell, Giro, mais on sait que Mobley, en fait, il peut mettre dedans à 3 points. Tu peux lui donner des balles au poste ou balles en main, il va faire le taf, quoi. Donc ça va être intéressant. Et surtout, ouais, la capacité des coachs à quand même continuer dans le 4e quart-temps à mettre en place des play calls intéressants. Parce que je pense quand même que c'est des équipes qui doivent respecter leur jeu et continuer à mettre en place des séquences, même dans un 4e quart. Après, oui, c'est sûr que si Donovan Mitchell est on fire, bah, tu lui donnes la balle et tu lui dis de cook l'équipe en face. C'est un peu pareil pour Tyrese Haliburton, quoi. Mais je pense qu'on aura beaucoup de clutch et ça va être intéressant de voir à quel point est-ce que les deux coachs arriveront à faire tourner cette attaque, quoi. On peut ajouter que ce qui est intéressant, c'est pas la première année qu'on le constate, mais tu vois ce qu'on a pu voir par exemple là, sur le premier tour des playoffs, c'est que souvent quand tu fais la preview d'une série, tu te dis la bataille du clutch, elle doit être gagnée par l'équipe qui a le plus de talent. Tu sais, un peu intuitivement, tu te dis bah, l'équipe qui a le plus de talent, elle devrait gagner dans le clutch, elle a tout un... Et si on arrive sur des matchs serrés, ça devrait faire la diff. Et en fait, on se rend compte, forcément, hein, je pense aux Lakers Minnesota en disant ça, et en fait, on se rend compte que, moi je trouve qu'on se rend compte que ce qui fait la différence dans le clutch, pour moi, c'est deux choses. C'est le niveau de confiance d'une équipe. Et ça, pour le coup, c'est hyper variable en fait d'une série. C'est très dépendant de la dynamique d'une série. Mais tu as l'impression que, tu sais, parfois dans des séries, au final, c'est pas tant le niveau de talent qui fait la différence dans le clutch. C'est est-ce qu'il y a une équipe qui est particulièrement à l'aise dans cette série et en confiance. Et en fait, ça te porte dans le clutch. Et c'est la hiérarchie. La hiérarchie, c'est hyper important. Le fait d'avoir des trucs qui sont, enfin, tu vois, pas des play calls, mais des go-to-play ou des go-to-action, donc des actions références dont tu sais très bien que tu vas aller là-dessus, en fait, dans le clutch. Et que ça fait des très grosses différences. Et là-dessus, j'ai l'impression, on verra ce que ça donne, parce que la partie confiance, comme je l'ai dit, ça dépend d'une série, mais j'ai l'impression qu'Indiana a peut-être un poil plus d'avance que les Cavs, parce que je trouve que leur clutch a toujours été géré de manière assez bonne depuis longtemps. Tu vois, c'est pas que depuis cette année, ça fait 2 ans, que les Cavs, il y a un passif quand même pour cet effectif où il y a des fins de match qui ont été assez mal gérées. Bon, on est vraiment sur du touche-touche parce qu'une fois de plus, moi je pense que ça dépend beaucoup des dynamiques d'une série, mais peut-être, tu vois, a priori, j'ai peut-être un peu plus tendance à penser qu'Indiana a un petit avantage là-dessus. Ok. Mais bon, on verra. Ouais, parce que nous, on a fait des playoffs où c'était un peu catastrophique, mais du coup, c'était plus le coaching que le talent, parce que Mitchell, il fait quand même des gros matchs l'année dernière contre le Magic pour remporter la série, quoi. Et Donc, puis vous avez le joueur le plus typé pour les fins de match, pour le coup, des deux effectifs, avec Donovan Mitchell. ah bah oui. Qui... Ouais, et je me demande même si on n'a pas le deuxième plus typé avec Garland. Bah, le problème, c'est qu'il ne l'a pas trop prouvé depuis un petit moment. Il avait prouvé, je crois, dans Ouais, sa mais première tu saison. vois, je trouve que ouais, mais cette année, il l'a prouvé en régulière, parce qu'il n'a pas été dans le top 3 des joueurs les plus clutch, mais il a été ultra clutch et il l'a prouvé en régulière qu'il pouvait être clutch sur 82 matchs. Donc, mais oui, la réalité d'une série est pas la même que la régulière, hein, on est d'accord. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut jouer. Sachant qu'en plus, peut-être qu'on peut ajouter, c'est que je trouve qu'Indiana, mais d'ailleurs, la série contre Milwaukee l'a montré, c'est un peu une équipe tout ou rien. Tu sais, c'est une équipe qui peut vite. J'ai l'impression qu'ils gagnent leur match, c'est vite qu'ils vont gagner leur match d'une quinzaine de points, et s'ils les perdent de la même façon d'une quinzaine de points, tu vois. Il faudrait regarder si c'est une équipe qui génère finalement. Ils sont bons dans le clutch, c'est ce que tu décrivais, mais s'ils en génèrent beaucoup. Je suis pas sûr. Mais j'ai pas de stats, j'ai pas regardé les stats là-dessus, faut regarder. Pour le coup. Je passe sur un autre point. Pour le coup, moi, il y a un autre truc que je vais regarder de manière assez attentive. On en a parlé un peu,
c'est effectivement la transition, le jeu de transition. Je pense que les deux équipes sont des très bonnes attaques de mi-terrain, donc elles ne sont pas complètement dépendantes de leur jeu de transition, mais Indiana est une équipe qui structurellement a beaucoup plus besoin de la transition pour alimenter son jeu d'attaque. Tu l'as dit, les Cavs sont très efficaces, mais en termes de fréquence, c'est pas énorme. Donc c'est une équipe qui va pas spécialement la chercher en fait. Elle va la prendre par opportunisme et elle va être bonne là-dessus, mais elle va pas spécialement la chercher. Indiana, pour le coup, c'est une équipe qui en a vraiment besoin pour être bonne. Et donc, je me dis, si les Cavs notamment arrivent à être dominants au rebond offensif, sur lequel ils ont techniquement un avantage, ils peuvent commencer à vraiment gêner, tu vois, le jeu de contre-attaque d'Indiana. Parce qu'en fait, c'est toujours une question d'équilibre. Si vous commencez à souffrir un peu au rebond offensif, vous vous projetez beaucoup moins avant d'avoir le rebond, et donc vous restez plus demi-terrain, et donc vous accélérez moins. Et du coup, je suis curieux de voir quelle va être la capacité des Cavs à faire peur à Indiana, tu vois, sur le rebond offensif pour impacter l'envie d'Indiana de se projeter et donc un peu mécaniquement réduire leur volume de contre-attaque. Je sais pas comment toi tu sens les Cavs dans ce truc-là. Bah après, tu peux avoir l'analyse inverse, dans le sens où tu peux te dire, en fait, si on tabasse plus le rebond offensif, on s'expose aussi beaucoup plus derrière. Et donc, c'est ça aussi qui va devoir être géré par les Cavs. Parce que je pense que la bataille, elle sera un peu là. Parce que je pense que les Cavs, ils peuvent beaucoup plus dominer physiquement les Pacers que les Pacers les Cavs. Et que du coup, il y aura toujours un côté, ouais, mais est-ce qu'en fait, on sort des line-up où là, on joue le rebond offensif parce qu'on n'arrive pas à mettre dedans à 3 points, donc il faut qu'on récupère des possessions. Mais on sait qu'on va subir un peu plus la transition aussi vis-à-vis de ça. Donc, ouais, ça va être intéressant. Et pour le coup, là, il y a vraiment une dualité avec la bataille physique au rebond. Parce qu'on l'a dit, hein, mais Turner, c'est pas un gros rebondeur défensif. Et je trouve que derrière, Siakam non plus, c'est pas un gros rebondeur. Et derrière, ils ont vraiment personne, je trouve. Parce que Toppin, il fait pas du tout peur au rebond. Et bon, peut-être que Thomas Bryant, il faudrait que je regarde les chiffres, mais c'est peut-être un peu mieux. Mais c'est bon, c'est pas un gars qui va te faire, qui va te prendre 10 rebonds par match, quoi. Donc, ouais, c'est une série où la bataille de transition va être liée un peu avec la bataille physique. Et de l'autre côté, ça va être aussi intéressant parce que les Cavs, Indiana subit que très peu de fréquences de transition parce qu'ils attaquent tellement bien que du coup, ils en subissent que très peu. Par contre, ils la défendent pas super bien. Et à contrario, les Cavs, ils l'utilisent que trop peu alors qu'ils la font super bien. Donc ça va être intéressant aussi de voir de l'autre côté si les Cavs vont vraiment utiliser cette transition. Parce que les Pacers la défendent mal, quoi. Donc il y a peut-être un truc, il y a forcément, je pense, pas sur tous les matchs, mais au moins sur certains matchs, un moment où tu vas devoir utiliser la transition parce que il y a un coup à jouer. Et ce qui est intéressant, tu vois, sur ces deux éléments qu'on donne, c'est que Cleveland est 15e au pourcentage de rebonds offensifs pris sur la saison. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils sont un peu capables de le faire, mais il faut qu'ils se fassent un peu violence. Donc est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher ça, sachant que c'est pas structurellement quelque chose qui existe dans leur jeu pour justement freiner Indiana. Et Indiana, pour le coup, c'est une équipe qui va très très peu au rebond offensif. Ils sont 29e au pourcentage de rebonds offensifs pris. Donc c'est une équipe qui essaye de ne pas s'exposer à la contre-attaque et qui compte beaucoup sur sa première chance. Pour le coup offensivement. Mais ouais, je suis curieux de voir ce truc-là parce que je pense que ça va être un point assez important. Est-ce que tu avais d'autres choses ? C'est plus focus sur les Cavs, mais ça va être le rendement des ailiers des Cavs dans cette série, lié au fait que les Pacers sont une très bonne équipe pour prendre des corner 3 et pour les mettre. Les corner 3, je crois qu'ils sont là sur les premiers tours de playoff, ils sont à 55% sur les corner 3. Et sur la régulière, ils n'étaient pas si bons ou ils l'utilisaient pas tellement. Mais la deuxième équipe là sur les playoffs en termes d'adresse, elle est seulement à 41%. Donc ils ont quand même été on fire à 3 points. Et nous, les Cavs, alors en attaque, on les a un peu plus utilisés, hein, les corner 3, mais en défense, on a quand même du mal à les défendre. Enfin, on n'est pas très bon là-dessus, quoi, en termes de fréquence ou en termes d'adresse. Donc, du coup, ça va être intéressant de voir si les ailiers des Cavs, notamment de ce côté-là du terrain, en défense, vont vouloir venir beaucoup aider sur les drives pour empêcher les Pacers de driver. Mais du coup, ça veut dire que si tu aides sur les drives, tu vas devoir laisser un peu plus de shoot dans le corner à 3 points.
Donc, il y aura vraiment une bataille là-dessus, parce que si jamais tu sens que les Pacers, ils mettent dedans à 3 points sur les corners dessus, tu vas devoir un peu moins aider. Alors, ce qui est cool, c'est que tu auras toujours Mobley ou Allen dans la raquette pour gêner. Mais il y a tellement de bons drivers quand même aux Pacers que ce sera peut-être pas suffisant. Donc, il y aura vraiment une bataille intéressante sur vraiment les ailiers des Cavs, savoir à quel point tu aides ou tu aides pas, quoi. Et notamment, on peut même ajouter notamment les ailiers offensifs des Cavs. Tu vois, je pense à un Max Strus, je pense à Sam Merrill, pour savoir si, même Ty Jerome qui est meneur, mais qui parfois peut jouer un peu là-dedans, mais Ty Jerome il jouera quoi qu'il arrive, pour savoir si en fait tu te dis, en fait mes ailiers offensifs ils me coûtent trop cher en défense. Et donc en fait Atkinson il se dit je suis obligé de mettre plus de Dean Wade et plus de Okoro, ou si je peux rester avec mes ailiers role-players offensifs genre Sam Merrill et Max Strus qui pour le coup eux me génèrent beaucoup d'attaques. Et je trouve que ça c'est un point vraiment important dans la série. Et est-ce que Rick Carlisle va réussir à imposer aux Cavs de jouer plutôt avec leurs ailiers défensifs, quoi? Ouais, et puis on verra qui sera mis sur qui. Je pense que Siakam, par rapport à ses il aura forcément Dean Wade ou Hunter sur lui. Okoro, il sera peut-être plus mis sur du Nembhard ou du Haliburton. Et je serais même pas étonné que si jamais on subit vraiment beaucoup le 5-out des Pacers avec Turner, et tu fais des rotations où t'as pas Mobley ou Allen et que t'as Dean Wade et DeAndre Hunter poste 4, poste 5. Parce qu'en fait, il faut trop de mobilité un peu partout. Et même s'ils ont montré qu'ils étaient très mobiles, t'auras peut-être besoin de sortir toi aussi un 5-out pour contrer le pick and pop à Haliburton Turner. Ouais, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, moi, ça me permet de prendre. Je vais pas aller trop vite là-dessus parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Mais de prendre mon dernier point qui me paraissait important, c'est effectivement à quel point la raquette des Cavs va être dominante. C'est deux équipes qui perdent peu la balle, qui attaquent très bien, donc la bataille des possessions est très importante. Et donc la capacité qu'ont les Cavs à être dominants, notamment au rebond, va être importante. La capacité qu'ils ont à être dominants aussi globalement, physiquement, un peu dans la capacité à aller enfoncer Siakam et Turner, c'est ça qui va leur permettre d'être sur le terrain en permanence et de faire en sorte qu'Atkinson peut jouer avec les deux sur des longues séquences. Et je pense que ça sera très important pour tout ce qu'on a dit, pour freiner la contre-attaque, pour gagner la bataille des possessions. Et je trouve que, tu vois, ils ont en plus tous les deux un petit... comment dire, ils doivent un peu quelque chose à leurs fans, enfin je sais pas si c'est à leurs fans il faut le dire, mais en tout cas, ou à leurs coéquipiers, quoi. C'est-à-dire que la dernière fois qu'ils ont eu à être dominants à l'intérieur pour gagner une série, on va dire que c'était contre les Knicks il y a 2 ans maintenant, ça n'avait pas du tout été le cas. Ils s'étaient fait salement dominer par la raquette des Knicks. Je trouve qu'ils ont une petite revanche à prendre. C'est peut-être maintenant qu'il faut la prendre, tu vois. C'est la première série où ils sont vraiment dans une disposition, ils doivent gagner, on peut aller en finale de conférence. L'année dernière, il y avait beaucoup de blessures, etc., etc. Donc ça, je vais le regarder quand même avec pas mal d'attention et je pense que c'est assez décisif pour savoir quel style de jeu va être imposé sur la série. Est-ce que s'ils sont pas trop dominants, tu pars sur un peu plus du small ball et du coup, c'est plus le style de jeu d'Indiana qui s'impose et les Cavs ont peut-être la capacité là-dedans d'être bons, ou est-ce qu'en fait, tu arrives à imposer ça et en fait, Indiana n'arrive jamais à imposer son style de jeu pour le coup? Ouais, c'est assez intéressant ce que tu as dit parce que c'est quand même 2-3 doutes qu'on pouvait avoir après les 2 premiers matchs. C'était l'utilisation de Mobley et Allen parce que je sais que sur le 4e quart-temps du game 2, ils avaient pris 0 shoot. Donc là, ce sera quand même à Kenny Atkinson de dire « Ok, là, je veux un système pour Evan Mobley. » Donc ce qui est bien, c'est que tu peux l'utiliser aujourd'hui sur du catch and shoot. Tu peux l'utiliser balle en main sur du inverted pick and roll avec un Sam Merrill, par exemple, qui vient faire l'écran. Tu peux mettre des pin down pour lui, pour qu'il se mette dans une position assez facile face au panier, pour aller chercher un panier un peu plus facile au cercle. Tu peux l'utiliser en transition. Enfin, il y a plein de manières de l'utiliser. Jarrett Allen, c'est un peu différent parce qu'il est vraiment dans un rôle de finisseur, beaucoup moins créateur qu'Evan Mobley. Mais c'est sûr qu'il y aura un coup à jouer. Alors évidemment, sur des matchs, ils seront un peu moins dedans. Mobley, il va pas mettre ses shoots. Il y a les flotteurs ou les lay-ups qui vont pas rentrer. Donc tu vas devoir trouver d'autres solutions. Mais il y a forcément des matchs où tu vas devoir te rassurer à l'intérieur. Et ça passera par ces 2 joueurs. Et ce sera à eux de répondre présent. Et notamment à Jarrett Allen plus qu'Evan Mobley. Parce que pour moi, Evan Mobley, sur les derniers playoffs, c'est vraiment pas lui qui était le problème aux Cavs. Et c'était surtout Jarrett Allen. Donc Jarrett Allen, c'est sa série là où il doit dominer à l'intérieur. Il n'y a pas un gros intérieur physique au rebond. Donc c'est à lui de dominer à l'intérieur, quoi. Et ce qui est intéressant aussi dans le prolongement de ça, ça me refait penser à ce que nous avait dit Xav en début de saison, à qui on passe le bonjour. Xav nous avait
dit à quel point c'était important pour lui que Evan Mobley soit utilisé dans des situations plus dynamiques qu'il ne l'était par le passé. Donc tu as décrit l'ensemble des systèmes dans lesquels il peut être utilisé. Et c'est vrai que le grand changement cette année avec Evan Mobley, c'est qu'il est vraiment utilisé comme un ailier fort, quoi. C'est-à-dire il prend la balle en mouvement, il dribble un peu, il agresse. Pour autant, on attend de voir s'il est capable de répéter ça tu vois, sur des défenses plus intenses, en play-off, où il est un peu plus challengé sur son dribble. Et là, ça va être un bon test pour lui, justement, de voir s'il continue à faire ça, ou à l'inverse, tu sais, si tu repars sur un truc un peu plus safe, où en fait tu responsabilises surtout Garland et Donovan Mitchell, et Evan Mobley est plus là dans un rôle de finition, shoot, tu vois, finition près du cercle sans dribbler. Je trouve que c'est un point assez important, tu vois. Aussi pour la suite. En fait, je trouve que tout ça est aussi important pour la suite des Cavs, parce qu'on va le dire, je pense, après dans le prono, mais les Cavs sont quand même nettement favoris de cette série. L'enjeu pour les Cavs, c'est de savoir ce qu'ils vont valoir pour les finales de conférence et éventuellement la finale NBA. Et donc, je suis curieux de voir ça pour voir à quel point ils ont... je vais être grossier, mais à quel point ils ont les couilles de continuer à jouer comme ça, quoi, tu vois. Et de pas repartir sur des trucs plus génériques. Ouais, on verra bien, ouais. Est-ce que moi, j'avais fini l'ensemble de mes points, est-ce que t'as un autre point ? Pardon, excuse-moi. Ouais, je pense que c'est moins la série d'Evan que celle de Jarrett Allen, mais je suis assez d'accord. Moi, j'ai plus d'autres points, c'est bon. Eh ben, je te propose qu'on passe au prono. On pourrait refaire le truc comme on avait fait la dernière fois, c'était pas mal. Si Indiana gagne, selon toi, c'est pourquoi ? Franchement, c'est compliqué parce que en préparant la preview, c'est vrai qu'on s'était dit que c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup, avec les Cavs qui finalement font les choses un peu mieux, qui sont un peu meilleurs partout, quoi. Donc je pense que si Indiana gagne, j'ai envie de dire c'est qu'ils ont le meilleur coach des deux, et que du coup ça se voit dans le clutch qu'ils utilisent bien mieux leurs joueurs, que les rotations sont bien meilleures aussi pour s'adapter à l'adversaire. Donc ils ont peut-être le coach aujourd'hui en NBA le plus sous-coté, voire même un des coachs les plus sous-cotés de l'histoire, parce que le mec, ça fait quand même 20 ans qu'il est là, hein, qui coach Rick Carlisle, et personne n'en parle. Donc avoir un coach qui a déjà gagné une bague, qui a déjà montré qu'il pouvait faire des résultats avec ses Pacers, qui a énormément d'expérience, beaucoup plus que Kenny Atkinson, peut-être que c'est ça qui fera la différence, quoi. C'est que tu as un meilleur coach que les Cavs. Moi, je pense que si Indiana gagne, ça va rejoindre forcément les points que je voulais regarder dans la match-up. C'est parce que Indiana arrive suffisamment à limiter la casse au rebond pour continuer à jouer du jeu de transition, du jeu rapide, et à imposer ce rythme-là, que du coup, ça fait que Atkinson est un peu obligé de limiter les minutes avec Mobley et Jarrett Allen, parce qu'en fait, ça marche pas, qu'il y a trop de transitions générées, et qu'en fait, ça met de la pression aux Cavs, parce que ça met beaucoup de pression aux Cavs, parce qu'en fait, Indiana est tout le temps, tu vois, à 3-4 points devant, ou à 1 point derrière, et que les Cavs auront, et c'est bien normal, la pression d'être favoris, et que cette pression-là se retourne un peu contre les Cavs, et que, en tout cas, agit sur les Cavs, et que ça donne l'avantage à Indiana. Je pense pas que les Cavs vont perdre leurs moyens, mais qu'en tout cas, ça donne l'avantage à Indiana. À l'inverse, selon toi, si les Cavs gagnent, c'est pourquoi ? Parce que tu as bien plus d'armes pour défendre la superbe attaque des Pacers que les Pacers ont des armes pour défendre la superbe attaque des Cavs, quoi. C'est-à-dire, en fait, on se rend compte que tous les ailiers des Cavs, ça bouffe complètement l'attaque des Pacers, le front court, que Siakam, en fait, il fait pas sa série, qu'Haliburton, il se cache trop au scoring. Et donc, du coup, toute cette profondeur sur le front court, avec Mobley et Allen, bien évidemment, parce que tu les domines aussi au rebond, fait que voilà, le front court des Cavs domine complètement celui des Pacers, et c'est ça qui te fait que il n'y a pas match et tu la gagnes facilement, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je vais essayer de ne pas être trop caricatural en disant si les Cavs gagnent, c'est parce qu'ils montrent qu'ils sont meilleurs. Ce serait un peu facile. Mais je pense qu'effectivement, il y a un monde où en fait, la défense des Cavs est capable de bloquer les drives d'Indiana, où la pression du front court fait que Indiana n'arrive pas beaucoup à générer de contre-attaque, et où en fait, demi-terrain, on se rend compte que bon an, mal an, en fait, les Cavs ont plus d'options, plus de possibilités. Ils sont moins dépendants justement alors, de l'attaque de transition et du drive. Et qu'en fait, même si ça, c'est un peu bloqué de leur côté, ils arrivent en fait à générer des plays, à avoir de la domination physique, et qu'il y a ce qu'ils ont montré toute la saison, c'est-à-dire une forme de rouleau compresseur et physique et tactique sur la série, et que ça leur permet de gagner. C'est le moment où on se mouille du coup. Elle démarre d'ailleurs dimanche, la série, ça sera après l'éventuel match 7 entre Houston et les Rockets, entre Houston et les Warriors, pardon. Comment tu le sens, toi ? C'est quoi ton prono ? 4-1 Cavs. Ouais. En fait, j'ai pas envie d'aller jouer un Game 6 que je sens très piégeux à Indiana. Donc du coup, je mets 4-1 Cavs.
Je pense que ce sera plus un 4-1 qui ressemble à un 4-2 qu'un 4-1 qui ressemble à un 4-0. Mais si on part du principe que Garland est là, je trouve qu'on est quand même meilleur que les Pacers sur tous les points. Et surtout, je pense que les Pacers, c'est pas du tout une match-up compliquée pour nous, parce qu'on a montré qu'on galérait beaucoup face à des ailiers physiques, face à des équipes qui nous dominent un peu physiquement. Et ce sera pas le cas des Pacers, quoi. Donc, ouais, 4-1 Cavs, ça va être serré, les matchs vont être serrés, mais on a le petit truc qui, pour moi, fait la différence, c'est notre raquette. Et voilà, quoi. 4-1 Cavs. Ouais, moi je suis un peu comme toi. Je pars sur un 4-1 Cavs. Tu vois, dans ma tête, j'ai plus hésité avec un 4-0 qu'avec un 4-2. Pour le coup, je pense qu'il y aura quelques victoires assez simples, tu vois, avec plus d'une dizaine de points d'écart. Indiana va bien prendre un des deux matchs à domicile, mais déjà les Cavs, je les trouve très très forts à domicile globalement. Ça s'est pas spécialement vu contre Miami, mais pendant toute la saison, moi je les ai trouvés vraiment très très forts à domicile. C'est une des salles où quand il y a une bonne équipe à Cleveland, qui est les plus difficiles, où il est les plus difficile d'aller jouer, ça a toujours été le cas. Et je pense qu'ils ont un net avantage. Et pour moi, le vrai enjeu surtout, c'est de voir un peu tous les points qu'on vient de se citer, tu vois, pour la suite. Parce que moi, ce que je vais regarder dans cette série, déjà je vais regarder, je pense, une très belle série de basket. Je m'attends à du basket très agréable à voir, mais surtout, je vais regarder si, en fait, les Cavs continuent à jouer comme ils l'ont fait, pour me projeter sur la finale de conférence, voire la finale NBA. On est quand même, il y a quand même deux équipes qui ont, enfin, faut pas l'oublier quoi. Il y a quand même deux équipes qui ont dominé de la tête et des épaules cette saison NBA. C'est quand même Cleveland et OKC, donc je pense que ça va se voir là. Ouais, et on peut même mettre Boston, hein, parce qu'ils font 60 wins, ils sont pas loin en net rating des Cavs. Je pense qu'il y a vraiment 3 équipes qui ont dominé la saison. Ouais, c'est vrai. En fait, Boston, comme je les regarde jamais, que j'aime pas les voir, je les oublie à chaque fois. Mais t'as raison, il y a Boston. Je déteste leur jeu en fait. je déteste les voir jouer, j'aime pas du tout ce basket. Mais t'as raison. Mais oui, et je pense que si les Cavs perdent, c'est plus eux qui se sabordent que forcément les Pacers qui fassent une énorme série, quoi, tu vois. J'ai Je pense que beaucoup de peut-être mal à que voir si un les Cavs scénario où ils perdent, perdent quand même. c'est qu'ils vont. Ouais, mais s'ils perdent, c'est qu'en fait ils déjouent complètement les Cavs. C'est pas forcément que Indiana a un énorme avantage concurrentiel sur un élément, quoi. Ah, je pense que le match 1 est décisif. Genre, si Indiana veut gagner, il faut absolument prendre le match 1, mettre la pression sur le match 2, tu vois. Et peut-être que là, effectivement, il se passe un truc où les Cavs craquent un peu. Sincèrement, je pense que si les Cavs prennent le premier, derrière, ils sont assez tranquilles en fait. Parce que Indiana prendra jamais 3 matchs de suite, tu vois. Enfin, je suis assez serein pour eux. Mais par contre, regardez cette série, ça devrait être une série de basket très très cool à voir. Et puis, bon, on en parlera certainement la semaine prochaine et dans les 10 jours qui viennent, parce que j'ai pas doute que Paul va la regarder cette série. Et en tout cas, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!